Allez, bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va continuer sur la chaîne IFI Tokai. Donc c'était la LHC-800 MUC. Donc vous voyez, j'ai un œil qui est parti par là, c'est parce que j'essaie de bien voir la référence du modèle de la chaîne IFI. Donc on va faire une deuxième partie et là on va se concentrer un peu plus sur la construction, sur l'électronique. Donc on voit ça tout de suite. Alors pour commencer, ça c'était la carte principale. Donc ici, vous avez l'alimentation. Donc cette partie-là, c'est l'alimentation. Le transformateur, lui, il était branché sur ce petit connecteur-là. On avait 15 volts alternatifs en AC. Ici, vous voyez, on a la partie amplification audio avec la sortie sur ici des connecteurs HP. Ici, on a toute la fonction radio AM et FM. Ici, on a une amplification moteur. Ici, on a le panneau afficheur qui vient dessus, qui va servir à nous envoyer un signal pour mettre sous tension les alimentations qu'on va avoir. Donc ça, on verra plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur le commencement, l'alimentation. Cette petite fonction avec ce transistor également. Donc on voit ça tout de suite sur schéma. Donc on commence ici. On a le transformateur. Ici on a le 220 volts de la prise électrique. On a un fusible de protection sur le secondaire du transformateur de 315 mA temporisé. Alors si vous changez le fusible, ne mettez pas un 315 mA normal. Il faut mettre un temporisé, le petit T. Vous allez avoir un T sur le fusible. C'est pour dire temporisé. En fait, lorsque vous allez mettre sous tension, vous allez avoir un petit appel de courant un peu plus important. Et du coup, avec un fusible temporisé, ça veut dire qu'on peut monter par exemple à 500 mA en quelques microsecondes. On va monter à 500 et après on va reprendre un courant en dessous de 315 mA. Donc là, il ne va pas sauter. Si vous mettez un fusible qui n'est pas temporisé, qui est rapide, si vous dépassez les 315, si vous montez à 500 mA pour la mise sous tension, vous allez cramer le fusible directement. Donc voilà pourquoi on met un fusible temporisé. C'est juste pour lorsqu'on a un petit appel de courant lors de la mise sous tension. Donc après on a un pont de diode. Les diodes utilisées c'est du AN5392. Donc cette diode elle est prévue pour du 100 volts en 1,5 ampères, donc maximum. On ne tirera pas 1,5 ampères par diode. On va les claquer vite fait sinon. Et ensuite, on a un condensateur de lissage ici, de 3300 microfarads, 35 volts. C'est celui qu'on voit ici. Donc là, on va voir un peu de plus près. Là, on a le connecteur avec le transformateur, donc le secondaire. Ici, on a le fusible temporisé. Ensuite, je passe par 4 diodes pour mon pont de diode. Et ensuite, le gros condensateur de lissage. Donc ça, c'est le début de la chaîne pour avoir une tension d'à peu près 20 volts ici en continu en charge. Et ici, on a du 15 volts alternatif. Donc ensuite, il faut des tensions qui sont inférieures à 20 volts. Sinon, on va cramer l'électronique. Alors pour ça, on utilise déjà ce petit montage. Donc c'est tout simplement une fonction de régulation. On va réguler la tension pour avoir une tension inférieure, ici. Donc comment ça marche? Ici, vous avez le microcontrôleur de l'afficheur qui renvoie une information ici. Donc lorsque je reçois une commande ici, mon transistor va être passant. Du coup, mon collecteur va retourner au GND. Donc le GND, on le retrouve ici sur le pont de diode. Ce qui va mettre ici ma base de mon transistor, le Q903
au GND via le biais quand même d'une résistance de 100 ohms. Donc ici, mon 20 volts que j'ai là, il va passer par l'émetteur. Et lorsque le transistor va être passant, parce que ici, ça va être relié au GND, je vais avoir ma tension qui passe par l'émetteur, qui ressort par le collecteur, vu que c'est un transistor PNP. Là, on a du NPN et là, on a du PNP. Et du coup, ici, j'ai une tension, donc à peu près 15 volts. Donc, on a réduit un petit peu la tension déjà. Ça part quelque part, c'est pour ça que j'ai mis un petit Z. On verra sur quelle fonction que ça part après. Et ensuite, je viens envoyer une tension ici. Donc là, c'est classique le montage. J'ai une résistance qui limite le courant, plus une diode Zener de 9,1 volts qui impose sa tension ici de Zener. Donc sa tension, c'est 9,1 volts. Je ne pourrais pas avoir plus. Ce qui va venir à son tour commander mon transistor 2SD882. Du coup, ma tension qui est ici en plus V1, c'est le 20 volts. Il va passer par le collecteur, rentrer dans le transistor, sortir par l'émetteur, et je ressors ici pour avoir une tension plus de V. Avec toujours un petit condensateur qui sert de filtrage, on va dire 470 microfarads, 16 volts. Donc, ensuite, une fois que tout ce montage a reçu sa commande ici qui vient du microcontrôleur, ce plus de V, alors je recule un petit peu, il arrive dans un autre montage, notamment ici. Alors cette petite fonction, vous avez un 2SD882 et un petit transistor, le S8550 en PNP. Donc le DSD882, vous l'avez ici, avec les condensateurs à côté, plus le transistor Q871, qui est en PNP. Donc ça sert à fournir une tension de 5 volts en sortie du montage. Ce plus 5 volts, ensuite, il part sur ce connecteur. Et ce connecteur part ensuite au bloc optique de la fonction CD. Et ce 5 volts, en fait, c'est lui qui va fournir la tension et le courant nécessaires pour le faisceau laser, en fait, qu'on a dans le bloc optique. Donc la petite lumière rouge que vous voyez sur le bloc optique lorsque vous appuyez sur Play, il provient de cette alimentation-là, avec le régulateur plus le transistor. Donc j'ai ma tension de 9,1 volts pour plus de V, là 9,1 volts aussi. Il vient d'ici, hein, tout simplement. Donc ici j'ai une diode Zener qui va venir m'imposer un 8,2 volts. Donc je ne pourrais pas avoir plus ici en sortie. Et ensuite, ici en sortie, je vais avoir 5 volts. Et ça, c'est le 5 volts qui vient alimenter le faisceau laser de mon bloc optique. Ce plus 2V qu'on retrouve sur l'émetteur du 2SD882 et ici sur notre fonction pour alimenter en plus 5 volts le bloc optique, il provient de la sortie de la fonction régulation qu'on retrouve sur l'émetteur du transistor 2SD882. Il va venir alimenter les différents étages qu'on peut avoir. Donc on a une partie pour l'afficheur, on a une partie pour toute la fonction tuner AM, FM, plus on a besoin aussi pour alimenter les circuits intégrés qu'on a en dessous. Donc les circuits intégrés, on ne les alimente pas en 9,1 volts. On les alimente plutôt en plus 5 volts. Alors ensuite, nous avons une autre partie dans l'alimentation. Donc on a les petits condos qu'on a là, la diode Zener qui est ici, et la résistance qui se cache que j'avais remplacée, qui est juste ici derrière le condo, la R403. Donc j'ai mis une 270 ohms au lieu de la 220 qui était en place. La 270 ohms va tenir un peu plus que la 220 ohms. Donc voilà pourquoi je l'ai mis. Donc en fait, c'est ce montage là. Alors j'essaie de poser le pied
de mon téléphone. Donc on a le plus 20 volts ici. On passe par la résistance R906 de 100 ohms. Un condensateur qui sert d'antiparasite en fait. Alors là, je n'ai pas noté, j'aurais dû le faire. Alors là, ça va pas. Ici, c'est le C401. Et il fait 100 microfarads. C'est le même que le C957. Donc ensuite, on passe par la résistance de 220 ohms qu'il faut remplacer par une 270 ohms. C'est la résistance qui a été cramée dans la vidéo. Ensuite, on a une Jotzener ici qui sert à fixer la tension à 5 volts ici. Enfin, c'est 5,1 volts. Donc, ça nous donne un plus 5 volts. Alors, ça alimente le microcontrôleur qui est sur le bandeau de l'afficheur. Et ça alimente en pin 2 sur le PT2313L. Donc, c'est le circuit que vous avez qui est en dessous, qui est là. Donc, on verra après à quoi sert ce petit circuit. Alors, voici un petit récapitulatif. On a le transformateur ici. Bon, je l'ai mal fait, j'aurais dû refaire un bobinage ici. Et ensuite, on arrive dans une première fonction, c'est le redressement avec les 4 diodes d'endressement, plus le lissage avec le condensateur de 3300 microfarads, qui va nous fournir en sortie une tension plus V1 de 20 volts. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au tout début. Donc à partir de 120 volts, on va passer par une résistance plus la Jotzener de 5,1 volts, qui va nous fournir une tension de plus 5 volts qui va aller déjà sur le bandeau afficheur. Donc je vous fais voir tout de suite quelle carte que c'est. C'est cette carte là, donc ça passe par le gros connecteur que vous avez ici, cette tension plus 5 volts. Ici vous avez le bouton on-off, donc c'est un switch. Quand j'appuie une fois, j'envoie une information au microcontrôleur qui lui après renvoie l'information. Quand je rappuie une deuxième fois, le microcontrôleur a un nouveau appui, il renvoie à nouveau autre chose. Il se coupe en fait. Donc quand je dis il se coupe, vous allez comprendre. Donc sur le bandeau afficheur, vous avez un microcontrôleur. Vous avez le switch on-off que je vous ai fait voir. Sur le bandeau afficheur, on va transformer le plus 5 volts en 3 volts pour alimenter le microcontrôleur que vous avez en dessous. Donc c'est le microcontrôleur qui est sous la carte. Ce 3 volts va passer ici, ensuite le switch. Ensuite, si j'appuie une fois, j'envoie une information au microcontrôleur qui lui va m'envoyer un 3 volts permanent. Je dis bien permanent, parce que là, si j'appuie et que je relâche, je n'ai plus 3 volts ici en sortie. Pourtant, le microcontrôleur, lui, il envoie toujours 3 volts en sortie. Lorsque je rappuie une deuxième fois et que je relâche, ici, je n'ai plus 3 volts. Le microcontrôleur, lui, il se coupe. Il envoie 0 volts. Lorsque je rappuie, je renvoie à nouveau 3 volts après, permanent, constamment en fait. Sauf si je rappuie dessus. Donc un appui, relâche on, un autre appui, relâche off, et ainsi de suite. Donc j'envoie un 3 volts dans la fonction 2SD882 qu'on a vu tout à l'heure, le plus 2V, qui nous fournit 9,1 volts en sortie. Donc ça, c'est ce qu'on a vu pour l'instant. Donc pour l'instant, on a vu la partie alimentation. Oui. Cette partie-là avec le transistor. Maintenant, on va voir cette partie qui est ici. La toute petite partie. Donc ici, on branche un moteur. Et ce moteur, je vous le fais voir tout de suite. C'est sur la partie CD. C'est ce moteur-là que vous avez en dessous, qui sert à ouvrir ou fermer le tiroir sur lequel on vient mettre un CD. Donc lorsque j'envoie 12 volts, il va s'ouvrir. Et lorsque j'inverse, que j'inverse les deux fils, il va se refermer. Je le retourne dessus. Vous voyez, il y a une petite carte et juste ici, vous avez un petit switch, un petit interrupteur. Voilà. Ce qui peut se passer des fois,
C'est on met sous tension la chaîne. On peut plus du tout sortir le plateau CD. Et on entend un moteur continu qui tourne. C'est tout simplement parce que la courroie qui fait entraîner le moteur jusqu'à faire sortir le plateau est coupée. Donc vous comprenez bien que si mon switch n'est pas soit coupé, soit fermé, je ne peux pas arrêter le moteur. Puisque l'électronique, tout pendant qu'elle n'a pas reçu le signal que le plateau est ouvert au maximum ou fermé, et ben l'électronique va constamment envoyer l'alimentation sur le moteur électrique que vous avez en dessous. Donc ça, c'est une des pannes qu'on peut rencontrer. Donc là, sur un schéma, on va voir comment c'est alimenté ce moteur-là. C'est tout simplement alimenté par un TA7291 que vous voyez ici. Et ça, c'est le connecteur qui va après sur le moteur qui fait rentrer ou sortir le tiroir CD. Donc on l'alimente par le plus de V, donc 9,1 volts, qu'on vient de voir tout à l'heure dans les alimentations. Ici, j'ai mon microcontrôleur qui vient envoyer une information. Donc par exemple, ici j'envoie 5 volts, ici j'envoie 0 volts. Donc mon moteur va tourner dans un sens. Ensuite, j'inverse. Ici, je vais avoir 0 volts, ici, je vais avoir 5 volts. Et là, mon moteur va tourner dans l'autre sens. Donc ce microcontrôleur, c'est pas le microcontrôleur de l'afficheur. C'est cette fois-ci le microcontrôleur que vous avez ici. Et ici, vous avez sa RAM. C'est une mémoire. Donc, j'ai également ici une autre tension en pin 8 qui dépendra de la valeur de ZD802. Alors, je n'ai pas marqué sa valeur. Donc ici, la ZD802, c'est une Zener de 6,2 volts. Voilà. Donc on part ici, on est en 9,1 volts. On passe par la résistance R842. Ici, la diode Zener, elle impose sa tension. Donc elle impose 6,2 volts ici sur la pin 8 du TA7291. Et ensuite, pin 3 et 7, ce sont les sorties pour alimenter le moteur. On a un condensateur C1, il sert d'antiparasite. Et on a une résistance de protection en cas de court-circuit. C'est elle qui cramerait de 3 ohms, un quart de watt. Donc en cas de court-circuit ici au niveau des pistes, ça peut arriver si le moteur crame, par exemple. La résistance, elle, va cramer et logiquement est censée protéger l'ampli moteur ici, le TA7291. Donc maintenant, on va rajouter sur notre feuille la partie alimentation moteur. Il y a une autre partie alimentation moteur, mais là c'est beaucoup plus compliqué. La vidéo durerait des heures si je le fais. C'est ce circuit-là. C'est un D9258. Donc là, je vais venir dessiner alors tout un bloc. Je vais mettre partie CD. Donc il y a la partie CD. CD. Donc dessus, pour la partie CD, on a besoin d'un plus 5 volts. Donc c'est ce 5 volts qu'on a ici. Qui revient sur le CD. Donc ce plus 5 volts, ça c'est pour le faisceau laser dans le bloc optique. Ensuite on a un 9,1 volts qui arrive dessus pour l'alimentation des moteurs électriques. Des moteurs de toute la partie CD. Ensuite, on a une fonction qu'on va pas voir dans cette vidéo parce que pareil, ça prendrait énormément de temps parce que en plus c'est assez compliqué. Il y a plusieurs circuits. Je vais vous faire voir quand même. Donc, vous voyez, il y a un microcontrôleur carrément
pour la partie radio. Donc sur le tuner, on retrouve le plus 5 volts. Ensuite, on a une partie, alors je vais refaire une autre case. Là, je vais mettre que c'est des volts quand même. Je refais une autre case. On a la partie cassette. Alors cette cassette, on n'a pas vu encore comment que ça fonctionne. Donc on va voir ça tout de suite. Donc voici la partie cassette. Donc on a ici le galet presseur. Donc des fois il est HS, il faut le changer. Par exemple si la bande passe comme ça. Là ici vous avez les rouleaux de la cassette. La bande passe là, passe par le galet presseur. Ensuite passe par la tête de lecture. Ensuite passe par ici. Et après repart dans l'autre bobine de la cassette. Là c'est les deux bobines cassette. Donc on a ici la tête d'enregistrement. Sur cette tête de lecture qui va venir sur la bande cassette, je vais ressortir un petit signal. Donc je retourne. Ce petit signal va passer par un amplificateur ici, le UTC 7312. Il va ressortir à un niveau acceptable en niveau audio. Donc je vais repasser par ce câble là. Donc je vais avoir rouge, blanc et le fil noir pour le GND. Ici j'ai mes deux fils moteurs. Ce moteur va être alimenté directement en 9,1 volts. Ça fait pas beaucoup, normalement c'est des moteurs 12 volts. Ouais, c'est marqué dessus, 12 volts. Donc là ici c'est une bobine ça. Une bobine ajustable. Ça veut dire qu'on peut ajuster la valeur de la bobine. Sur une self classique, on parle de micro-Henry. Donc l'unité de mesure c'est en Henry. H-E-N-R-Y. Donc ça c'est une self qu'on va venir modifier sa valeur avec un petit tournevis ici en tournant. Donc ensuite tout le reste c'est mécanique, hein, quand on appuie sur les touches, on a pause, éjecte, tout ça. Là c'est play. Donc pour la partie cassette, je vais avoir besoin du plus 9 volts, enfin 9,1 volts. 9,1 volts, donc c'est celui-ci. Hein. Ici vous avez plus 5 volts. Hop, je remonte un peu, voilà, plus 5 volts. Donc ensuite, on va avoir besoin d'un circuit intégré qui nous fasse la commutation entre le signal CD, signal tuner ou le signal cassette. Donc on va avoir 3 entrées dessus et lui va ressortir juste le signal audio de côté droite et gauche. Donc il va sélectionner une seule source. Donc ça, c'est la fonction qui est faite par le circuit intégré que vous avez ici, sous la carte. C'est le PT2313L. Donc je vais maintenant procéder à un petit schéma de ce circuit pour vous faire voir comment que ça fonctionne. Donc voici comment est câblé le PT2313. Pin 11 et 15, c'est le signal gauche et droite qui provient de la partie tuner. Pin 10 et 14, c'est le signal qui provient de la platine cassette. Donc sur le connecteur CN2, pin 1 et pin 2. En prenant le connecteur comme ceci, on a pin 1 et pin 2, c'est le signal audio. Et ensuite, pin 13 et pin 9, c'est l'entrée gauche et droite de la fonction CD. Ensuite, donc ça c'est les entrées. Hop, ça bouge. Ensuite, là on a une résistance qui repart sur le connecteur CN2, pin 3 à la cassette. Et on a exactement une autre résistance qui part pin 4 CN2 cassette.
Là, je ne l'ai pas mis, mais R409, c'est égal à R210, donc 22 kΩ. Bon, là, c'est classique, hein, c'est le GND. Donc là, on n'a pas de réglage sur les aigus, ni sur le loudness, ni les basses. C'est prédéfini avec des composants directement montés comme ça, sans potentiomètre, sans ajustable. Ici, en pin 2, on a le plus 5 volts. En pin 27 et 28, on a le clock sur 28 et 27, c'est les data, donc les données qui repartent au microcontrôleur. Et c'est le microcontrôleur de l'afficheur, celui-là, qui va envoyer une commande, un signal, pour dire si on veut la partie tuner, la partie cassette ou CD. Ensuite, pin 22 et 23, c'est non connecté. Et ensuite, on arrive là, j'en ai pas parlé tout de suite exprès. On a les sorties audio gauche et droite en pin 24 et 25. C'est justement ce qu'on va voir maintenant, l'ampli audio. C'est le IC402 qui est soudé en dessous, donc qui est là. Et tous les composants qu'on vient de citer, c'est tous les composants qu'il y a autour, les condensateurs et les résistances. Le quartz, lui, il fonctionne avec le circuit intégré qui est en dessous pour la partie tuner. Et là maintenant on va voir la partie ampli audio, donc l'amplificateur. Donc l'amplificateur qui est utilisé sur cette chaîne, c'est le BA5417. Donc on a deux sorties, gauche et droite, et bien sûr deux entrées. Donc la pin 3, c'est la deuxième sortie audio. Pin 4, c'est le plus VCC, donc dans notre cas, ça va être le plus 20 volts qui va arriver ici. La pin 5, c'est la deuxième sortie. Et pour les entrées, c'est in 1 en pin 11 pour le premier ampli et in 2 en pin 12 pour le deuxième ampli. Donc maintenant, on va passer au schéma, comment que c'est câblé sur cette chaîne IFI. Donc voici, on a les entrées audio. Donc on passe par un condensateur de liaison. Ensuite une résistance de 10 kΩ. Et ensuite encore un autre condensateur de liaison. Les condensateurs C207 et 307, ce sont des condensateurs céramiques de 47 picofarad. On a la première entrée en pin 11 et deuxième entrée en pin 12, donc gauche et droite. Jusqu'ici ça va. Là c'est la fonction mute ou standby comme vous voulez. Donc c'est le Z qu'on avait vu dans la partie alimentation qui va venir fournir une commande via la résistance R4 et arriver sur la pin 8. Et là on va démarrer l'ampli. On peut avoir l'ampli qui est sous tension, une entrée audio, on n'aura pas de sortie audio tant que l'ampli n'aura pas été allumé par sa commande. Ensuite pin 7 et 14 et 15 c'est le GND. Et sortie c'est pin 3, première sortie. Deuxième sortie c'est pin 5. On passe par un condensateur de liaison encore. Par le plus, on ressort par le moins de 2200 microfarad 16 volts. Ici, les coupures que vous voyez, ce qui ressemble à un interrupteur, c'est la prise casque. Lorsque vous branchez le casque, vous coupez les sorties audio. Et lorsque le casque n'est pas branché, le contact est fermé. Du coup, on sort dans les haut-parleurs. Donc le Z, vous voyez, il est ici. Donc on est à plus 15-16 volts. Et pour avoir cette tension, on l'avait dit tout à l'heure, il faut que le microcontrôleur envoie un signal en pin 10 de 3 volts. Maintenant, on peut continuer notre petit récapitulatif. On a le circuit PT2313L, le IC402. IC402. Donc on a
6 entrées en tout, mais on a 3 fonctions différentes. Fonction cassette, fonction tuner ou fonction CD. Donc on arrive ici en entrée. On a le microcontrôleur du mode afficheur qui renvoie une information sur PT2313 pour sélectionner la source que l'on souhaite. Donc ensuite on sort de voie gauche et voie droite au niveau audio et on va attaquer maintenant l'ampli qu'on vient juste de voir, le BA5417. Donc l'ampli, le BA5417, donc on peut mettre ampli. Et ensuite, on a les sorties haut-parleur ou casque. Et on utilise le plus 20 volts de l'alimentation qu'on avait ici, le plus V1, pour alimenter cet ampli. Donc, on a fait le tour un peu de cette carte principale, de cette carte. Donc, sous la vidéo, dans la description, vous aurez le lien de tous les schémas pour en voir en PDF. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un beau petit pouce vers le haut, comme ceci. Pour rappel, vous êtes déjà 4765 abonnés sur la chaîne. Donc vraiment un grand merci. Et on est déjà à plus de 617 452 vues. Donc c'est énorme. Pour les nouveaux qui nous découvrent, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous de la vidéo à droite. Abonnez, vous cliquez dessus. Et vous avez la petite cloche qui est juste à côté. Donc si vous appuyez dessus, vous recevrez une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Pour ceux qui ont besoin d'aide sur une panne ou sur un schéma ou autre, il y a le forum Triac à faire. Donc n'hésitez pas à venir dessus. C'est gratuit, vous inscrivez. Je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, salut, bye bye.